Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le débat d'Infrarouge comme tous les mercredis soirs pour un nouveau débat d'actualité. Débat un petit peu tardif ce soir, mais débat brûlant. Évidemment, après le cataclysme du week-end dans le monde merveilleux de la finance internationale, vous l'avez évidemment vu, ça s'est passé entre la fermeture des bourses vendredi et l'ouverture des bourses lundi matin. Le deuxième groupe bancaire suisse, Crédit Suisse, racheté par le premier, UBS, à marche forcée pour 3 petits milliards ou un peu plus de francs, mais à peine plus, en tordant le bras des actionnaires, passablement, en évinçant purement et simplement un certain nombre de créanciers, le tout avec des garanties assez larges, on le verra, de la Banque nationale suisse et de la Confédération, du Conseil fédéral qui a été à la manœuvre tout au long de ce week-end pour... l'objectif était, on en parlera ce soir, est-il atteint, d'éviter l'effondrement du système. Alors, scandale absolu pour les uns, seule solution possible pour les autres. On va en parler. Comment est-ce que ce fiasco a-t-il pu se produire? Je crois qu'on a besoin d'y revenir. Puis, quel avenir pour UBS, cette espèce de géant maintenant qui est né en Suisse? Quel avenir pour le système financier mondial? Ça fait énormément de questions et pas mal de monde. Samuel Bendahan, bonsoir. Bonsoir. Conseiller national socialiste vaudois, vice-président du PS, toujours, membre de la commission de l'économie et des redevances, toujours. Et très remonté ce soir, malgré son sourire de début d'émission. Christian Lucher, bonsoir. Bonsoir. Conseiller national PLR, Genevois. Il est anciennement membre de cette vague, mais plus, voilà. Je présidais Samuel Bendahan. Absolument, dont il était président, qui pense que le Conseil fédéral a finalement fait ce qu'il fallait faire dans le contexte dans lequel il se trouvait. Mireille Zaki, bonsoir. Bonsoir. Journaliste économique, essayiste, très critique sur ce deal, et puis très critique de manière générale sur un univers bancaire et un système financier qu'elle juge beaucoup trop spéculatif, on va le dire vite, pour être pérenne. Vous me corrigerez plus tard. Charles Viploche, bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite d'économie internationale au Graduate Institute, ici à Genève, pour qui, c'est simple, les banques too big to fail ne devraient pas ou ne devraient plus exister. On le verra certainement tout à l'heure. Marc Chenet est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Il sera certainement d'accord sur ce dernier point, peut-être, avec Charles Viploche, professeur d'économie à l'Université de Zurich, où vous dirigez le centre de compétences en finance durable, qui nous dira que le monde académique, et c'est intéressant, n'est pas exempt de toute critique, loin s'en faut dans cette affaire. Et puis, on sera avec Gaspard Kuhn aussi, à Washington, notre correspondant de la RTS, à Washington, où on a évidemment surveillé ce week-end et le destin de la banque et des banques comme le lait sur le feu, peut-être même un petit peu plus en faisant pression sur le Conseil fédéral. Alors, banque, le discrédit suisse, bienvenue dans Infrarouge. Christian Lucher, je vais commencer par vous. On ne vous a pas encore entendu dans cette affaire, je ne crois pas tellement en tout cas, depuis le week-end de tous les dangers. Je vous dis tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, jusqu'à dimanche soir, j'estimais que les parlementaires n'avaient strictement rien à dire, dans la mesure où on ne connaissait pas le deal, il n'y avait pas encore eu de communication du Conseil fédéral, et il y avait un tel nombre d'experts autoproclamés qui venaient vous expliquer la solution qu'ils ne connaissaient au demeurant pas, que j'ai préféré me taire. Et bien voilà, maintenant on est quelques jours après, et vous pouvez prendre la parole. Alors est-ce que vous sautez de joie ce soir parce que le système bancaire est sauvé, puis on a fait les bons choix, ou est-ce que vous dites quand même 167 d'existence, Alfred Escher, le Crédit Suisse qui tout à coup en 2 jours disparaît, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Alors non, je ne saute pas de joie, je crois que personne ne saute de joie. Je me pose la question dans les termes suivants. Dans les 5-6 derniers jours de la semaine dernière, compte tenu de ce qui s'est passé et de l'effet d'emballement que nous avons tous connu, est-ce qu'il était possible de faire autre chose que ce que le Conseil fédéral a fait avec la FINMA, la BNS et la collaboration des 2 banques, UBS d'un côté, Crédit Suisse de l'autre? À mon avis, la réponse, clairement, est non. Et en tout cas, je pense que personne ne viendra dire ici qu'il ne fallait rien faire. Si on n'avait rien fait face à la situation telle qu'on la connaissait, on sait que mercredi, la BNS a mis 50 milliards de liquidités à disposition de Crédit Suisse pour essayer de calmer la situation. Ça n'a pas marché. Face à une banque qui avait des fonds propres suffisants et un capital également suffisant selon la législation. On voit qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose. On y viendra aussi, parce que c'est absolument le nerf de la guerre. Et on a constaté que malgré cet essai de pilule calmante, eh bien, 35 milliards ont encore été retirés de Crédit Suisse entre mercredi et vendredi. Donc face à cette situation, le Conseil fédéral devait faire quelque chose. Si on n'avait rien fait, le lundi matin, Crédit Suisse était en faillite. C'était 20 fois la faillite de Lehman Brothers, avec un effet, là aussi, d'entraînement sur la finance mondiale. Ça signifiait que la banque étant tombée en faillite, tous les comptes étaient bloqués, on payait plus de salaire, il n'y avait plus de trafic de paiement. Bref, ça aurait été une horreur et un cauchemar absolu. Donc, oui, il fallait faire quelque chose. Je pense, moi, que la solution
qui a été dessinée puis trouvée est la bonne solution. Je pense que j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi. Mais pour l'instant, vous m'avez dit d'être concis, j'essaye de l'être. C'est pas mal, enfin, dans toute la mesure de vos capacités. C'est une concision toute relative, toute luchérienne quand même. Samuel Bendahan, juste, on va d'abord faire un premier tour de table, il y aura sur un sujet. Donc, vous aurez la parole dans quelques minutes, Mireille Zaki, je vous vois déjà trépigner. Oui. On vous a un petit peu entendu. Déjà, le PS a sauté très très vite sur cette balle. Vous êtes colère au PS. Alors, il y a des choses qui nous mettent en colère, et puis il y a des choses sur lesquelles on peut rejoindre ce qui a été dit par M. Luchaire. Il fallait faire quelque chose, le consensus dont il parle, vous êtes d'accord. Ça, on l'a dit, c'est vrai, on a fait un point presse assez vite, où on a tout de suite dit, faire quelque chose, il faut. Mais le fait qu'on se soit mis dans une situation où on doit faire quelque chose, ça, pour nous, c'était problématique. Puis après, reste la deuxième question, c'est ce qui nous a vraiment mis par terre. Il faut le dire, c'est comme ça. On l'a vu, pardon, mais Roger Nordman, on l'a vu, il était presque en pleurs. Oui, mais parce qu'au fait, moi j'étais là. Non, moi j'étais avec lui juste avant, quand on a appris ensemble ce qui s'est passé. Parce qu'évidemment, on discute pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas des choses que... C'était un choc vrai pour nous, parce qu'on sortait d'un contexte particulier. Et ce contexte, c'est quoi ? C'est qu'on avait 3 semaines de Parlement dans lesquelles on s'est battu pour obtenir des choses, quelques francs de plus d'AVS pour les gens, de l'argent pour les crèches. Et puis, vous aviez les mêmes gens qui disaient on ne fait rien pour les gens, rien pour le pouvoir d'achat. Et tout d'un coup, en quelques jours, vous avez une situation, une manière de faire, où tout d'un coup, il y a plus de 200 milliards de garanties qui sont débloquées pour sauver une banque. Alors, cette méthode-là, ce choc et ce montant, 200 milliards, pour vous dire, quelqu'un qui gagne un salaire minimum qu'on revendique au PS, quelqu'un qui gagne juste ce salaire minimum qui est contesté, il doit travailler 400 000 ans pour avoir ces 200 milliards pour les prêter après à Crédit Suisse. Alors, 400 000 ans, c'est long, mais est-ce que cet argument qui marche, qui est vraiment très fort, hein, est-ce qu'on peut pas vous faire un reproche ? Est-ce qu'on additionne pas un peu des pommes et des poires ? Est-ce que dire on n'a pas d'argent pour les banques, on a de l'argent pour les banques mais pas pour les pauvres, est-ce que c'est juste tout ? Alors, ce qui est juste dans ce que vous dites, c'est que je compare des choses qui sont pas exactement la même chose quand on dit un prêt et puis une distribution. Mais les montants sont différents. Et un prêt, j'aimerais quand même le dire parce qu'on m'a souvent fait ce reproche quand j'ai comparé par exemple 200 milliards de prêts de garantie avec par exemple une distribution pour l'AVS. Mais j'aimerais quand même dire une chose qui est importante économiquement. Un prêt, par exemple 200 milliards ou 300 milliards ou 100 milliards ou 1 milliard, au fait, ça a un équivalent, ça a un coût, ça a une valeur. Évidemment, la valeur du prêt, si je te prête 1 milliard ou 10 milliards, ça ne vaut pas 10 milliards. Ça vaut peut-être par année, je ne sais pas, 500 millions, ça dépend du taux d'intérêt et du risque. Mais ça a une valeur. Parce que si ça n'avait pas de valeur, ce que la Confédération a fait, c'est-à-dire si de prêter ou de garantir 200 milliards, ce que la BNS a fait, ça n'avait aucune valeur, mais Crédit Suisse aurait eu aucun problème à obtenir ça. Personne ne voulait lui prêter ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a une valeur énorme. Et au fait, ce qui a été pris par la Confédération, c'est un risque de 200 milliards. Et ce risque, il a une énorme valeur, bien plus élevée que ce qu'on revendiquait pour la population. Et elle aurait dû, la suite du raisonnement, on le verra tout à l'heure, c'est on devrait être rémunéré pour le risque qui est pris par la population. Être justement rémunéré par ce risque. C'est là où nous contestons la manière avec laquelle ça a été fait. Alors, impossible, évidemment, pour vous, je crois, d'être passé à côté de ce tremblement de terre bancaire et financier, mais la séquence mérite peut-être qu'on la résume quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est l'excellent brief de Christophe Sirot. La parade des Platz encore groggy après la claque. La vente a pris cassé 3 milliards de francs de Crédit Suisse à son éternel rival UBS. Un monstre est né, le spectre des licenciements plane. Darf ich eine Frage stellen? Sorry. C'est un triste jour. Triste nouvelle. Et comme un air de cortège funèbre dimanche soir déjà, à l'annonce de la grande solution du Conseil fédéral. Cette solution qui vous est présentée ce soir est la reprise du Crédit Suisse par l'UBS. Mariage arrangé en catastrophe par le triumvirat Conseil fédéral BNS-FINMA, le régulateur des banques, sous la pression des grands alliés économiques de la Suisse, États-Unis et Europe en tête, inquiets pour leur propre place financière. Mariage forcé au nom du droit de nécessité qui se passe du consentement des actionnaires. Parce que Crédit Suisse fait partie des too big to fail, ces géants trop imbriqués dans l'économie nationale pour sombrer. Et on met les moyens. Mercredi dernier, la BNS tient 50 milliards de francs à disposition de Crédit Suisse pour tenter de rassurer marché et clientèle. Dimanche, dans le cadre du rachat, ce sont 200 milliards de plus qu'elle met toujours à disposition, plus une garantie de 9 milliards de francs de la Confédération en cas de mauvaise surprise, 259 milliards potentiellement disponibles. Car depuis des années, Crédit Suisse collectionne les casseroles. Faillite du fonds spéculatif Archegos,
Scandale des fonds de financement Greensill, prêt secret au Mozambique, blanchiment d'argent pour la mafia bulgare. Entre 2009 et 2020, Crédit Suisse a dépensé 15,7 milliards de francs en frais juridiques et en amendes, selon les calculs du journal Le Temps. La confiance des clients s'érode. 110 milliards de retraits de fonds rien qu'au dernier trimestre 2022 et l'action Crédit Suisse plonge. 10 mars, la faillite de la Silicon Valley Bank agit comme un révélateur. Les investisseurs vendent les titres des banques les plus vulnérables comme Crédit Suisse. Puis c'est le coup de grâce. Saudi National Bank, le plus gros actionnaire de Crédit Suisse, refuse d'augmenter sa participation. Panique en bourse, Crédit Suisse perd jusqu'à 30% de sa valeur, mais les patrons font bonne figure. Pour l'instant, la situation est plutôt calme. Hier, nous avons même eu des rentrées de fonds. J'ai eu une réunion avec des clients, c'était même très positif. Mais la chute libre continue et dimanche, c'est une institution helvétique née à l'époque de l'expansion du chemin de fer qu'on enterre. À la va-vite, et avec quelle suite? C'est ce qu'on va voir. On va terminer ce premier tour de table. Il y a 4 invités qui n'ont pas encore eu la parole. Charles Viploche, énormément de choses à dire ce soir. On va garder pour tout à l'heure les questions de la responsabilité, la suite, l'avenir, tout ça. Mais sur ce deal incroyable d'abord, les autorités ont fait le job, nous dit Christian Lucher. Il fallait faire quelque chose, ils ont fait le job. Ils avaient moins de 48 heures parce qu'il y a les 8 heures de décalage avec Tokyo. Ouais. Donc ils avaient quelques heures pour résoudre le problème. On pourra discuter indéfiniment s'il y avait d'autres solutions. Je ne crois pas. Enfin, il y avait la nationalisation. Non, j'aimerais qu'on en parle d'ailleurs. Il y avait la nationalisation. Ou ça, ou alors, ils n'avaient pas le temps d'aller chercher un acheteur étranger. Donc, ils ont fait le job. Et quand on fait le job dans cette situation particulièrement difficile, c'est facile de critiquer de l'extérieur, mais ils ont fait le job. Par contre, sur ce qui s'est dit... Parce que ce qu'a dit M. Besnard, il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Quand on dépense l'argent pour les crèches, l'argent est parti. Quand on donne une garantie, il n'est pas parti jusqu'au moment où la garantie doit être exécutée. Donc le gouvernement, absolument. Mais c'est facile de dire aux gens, il y a 200 milliards pour la BNS et il n'y a pas d'argent pour les crèches. C'est quand même pas comme ça que ça se passe, et ça peut pas se passer comme ça. C'est pas de l'argent qui est dépensé. Ensuite, c'est vrai que la Confédération et la BNS ont pris des risques, et que ce risque a une valeur. On ne sait pas très bien les conditions dans lesquelles ces aides ont été accordées. Donc ce qui est assez incroyable, pardon, juste sur ce point, le simple fait je qu'on ne sache pas. Je pense qu'ils ne l'ont pas encore décidé. Je pense qu'il y a tellement de centaines de choses à régler qu'ils n'en sont pas encore là. Mais je crois que c'est important de dire qu'il y a un risque non négligeable suivant la manière dont c'est structuré. Alors, c'est pas un cadeau au Crédit Suisse, c'est un cadeau à la place financière. Il y avait une situation totalement catastrophique, il fallait que quelqu'un absorbe le risque, et qui a absorbé le risque, c'est l'État, entre la Banque centrale, et je vois pas de mal qui est ça. Est-ce que c'est un cadeau au Crédit Suisse? Non, le Crédit Suisse est passé à la lessiveuse. Les actionnaires ont perdu leur chemise, une partie des obligations sont lessivées. Donc ces gens qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient assis dans leur fauteuil, ils sont nettoyés, ils sont punis. Donc la punition a eu lieu. Et je vois rien d'anormal à ça. C'est le travail les gouvernements et les banques centrales sont les seuls à pouvoir absorber un risque de cette taille. Il faut l'absorber dans l'urgence. Mireille Zaki, je pense que vous n'êtes pas complètement d'accord, mais complètement. Alors allez, dites-nous notre désaccord, puis je vous pose une question précise. Ce qui est inimaginable, c'est que 15 ans après, on arrive encore à venir ici, sur ce plateau, et dire que c'est normal que la population soit prise en otage et subisse ce chantage insupportable de « il fallait, on ne pouvait pas faire autrement, on était obligé », alors qu'il y a eu toutes les années d'avant... Ce week-end, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Ce week-end, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Non, c'est trop tard. C'est qu'il fallait avant oui, d'accord, mais le week-end, il est arrivé dans le monde dans lequel il est arrivé. Eh bien, à un moment, il faut qu'une vraie sanction tombe. C'est-à-dire des banques qui sont incapables de se couvrir elles-mêmes en tout temps. Ce discours est
dirais, extrêmement antilibéral. Des banques incapables de se couvrir elles-mêmes en tout temps. Moi, je vous le donne, le discours libéral. Elles ne doivent pas survivre, elles ne doivent pas exister, ou alors elles doivent être nationalisées, ou alors elles doivent payer un coût exorbitant pour la garantie, pour l'assurance offerte en tout temps, pour une prime d'assurance offerte en tout temps, pour leur faillite régulière. Regardez les montants, vous les avez montrés. 100 milliards, plus 100 milliards, plus 50 milliards, plus 9 milliards de garantie de la Confédération. Tout ça, c'est des montants gigantesques, Alexis. Ces banques sont beaucoup plus petites. UBS et Crédit Suisse sont beaucoup plus petites, écoutez-moi bien, qu'à l'époque, qu'en 2007, elles ont rétréci. Pourtant, les montants deviennent gigantesques. Ça vous dit rien ? Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, nous, on est en train de payer pour le risque entier du système financier, il y a un problème de plomberie, de tuyauterie dans ce système financier. On importe des risques à travers ces banques systémiques du marché américain, du shadow banking system, auquel personne ne s'intéresse à tort. Le G20 fait un rapport chaque année. On en parlera peut-être du shadow banking system, mais seulement si vous nous dites les choses plus clairement que shadow banking system. La technique. Quelle est la taille du risque financier des crédits spéculatifs ? 150 000 milliards de dollars, beaucoup plus que le PIB mondial. Et nous, ici en Suisse, en fait, on finance une partie de ça. On est pris en otage. Dès que les taux d'intérêt sont montés, ces banques se sont fragilisées, leurs bilans se sont fragilisés, et surtout ce qui est hors de leur bilan. Et nous, maintenant, on est en train de payer une partie. Mais on a vraiment, comme a dit Samuel, on n'a rien en retour. C'est-à-dire que l'assurance, la prime d'assurance que les banques devraient nous payer pour la garantie qu'on offre, cette garantie devenue chronique, devenue permanente, eh bien, on ne la reçoit pas. Alors, on entend les désaccords ici. Je termine le premier tour de table. Il y a encore Gaspard Kuhn et Marc Chenet. Tiens, je vais commencer par vous. Marc Chenet. Peut-être avec une question, vous répondrez ce que vous voulez, mais un grand économiste qui nous regarde me soufflait une question à vous poser. Il disait, dans un deal comme ça qui se passe sur un week-end, il y a toujours quelqu'un qui décide. Il y en a un qui prend son téléphone, qui appelle et qui décide de faire ce deal. Tu rachèteras UBS, tu rachèteras Crédit Suisse. C'est qui était à la manœuvre ? Ça s'est fait tout seul comme ça ? Ça n'a pas fait tout seul, mais ça a été bricolé. Ça a été bricolé, je ne peux que confirmer. Pourquoi avoir attendu 15 ans, alors qu'on savait depuis 15 ans que le système était fragile, avec les déboires d'UBS à l'époque ? Avoir attendu 15 ans pour bricoler une solution en 2 jours. Je dis bricoler, pourquoi la confusion a régné la semaine dernière ? Je cite un rapport de la SNB, la FINMA, donc les autorités compétentes dans le domaine. La FINMA. C'est ça, qui date de mercredi. Je cite, les problèmes de certaines banques aux USA ne posent pas de risque direct de contagion pour les marchés financiers suisses. Merci de l'information. Je continue la FINMA. Le Crédit Suisse satisfait les conditions requises applicables aux banques systémiques. On a affaire à des spécialistes, n'est-ce pas ? 3 jours après, la banque était quasiment en faillite. Donc, qui a pris décision ? Ce qu'on a vu dans le cadre de la conférence de presse, la confusion a régné. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que c'était une bonne solution ? Au préalable, il faut savoir pour qui. C'était une bonne solution, bien sûr, pour UBS, qui a acheté un prix d'amis, on va dire. Un prix symbolique. Non, je n'ai pas terminé. Je vous remercie, je n'ai pas terminé. Personne a acheté un prix symbolique. Un bon prix au mauvais prix. Vous permettez ? A priori, dans les marchés, on dit c'est un bon deal. Tout le monde parle de deal du siècle. Excusez-moi, je n'ai pas terminé ma phrase. Qui a racheté pour un prix symbolique, quasiment ? Le Crédit Suisse. Mauvais deal pour qui ? Pour le contribuable, qui assume les risques sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit et qui ne profitera pas des éventuels gains. Ça nous amène à je termine le premier tour de table et j'ouvre ce chapitre qui est en creux, comme ça, qui est en filigrane, qui parle de contrepartie ou de retour de rémunération du risque, qui parle peut-être de nationalisation ou d'une forme d'un autre deal. Mais d'abord, Gaspard Kuhn, si je demandais à Marc Chenet qui était à la manœuvre, c'est peut-être à vous qu'en fait que je posais la question. Vous êtes à Washington. À Washington, c'est peu dire que les autorités américaines et que tout le monde surveillait cette affaire comme le lait sur le feu. Oui, ça a été confirmé par Karine Keller-Sutter en conférence de presse dimanche. Il y avait un canal de communication direct avec ses homologues britanniques et américains, officiellement parce que Crédit Suisse est présente sur ces 2 marchés, officieusement parce que effectivement les Américains ont un poids certain sur les marchés financiers. On sait aussi qu'il y a eu plusieurs appels durant le week-end de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor. Alors évidemment, la volonté des Américains, c'était d'éviter un risque de contagion, puisqu'une grande banque comme Crédit Suisse aurait eu d'autres conséquences pour les marchés financiers que les petites et moyennes banques qui sont ici en difficulté aux États-Unis. Selon mes sources, on attendait des Suisses qu'ils fassent ce qui est juste. Alors, est-ce que les Américains ont tordu le bras des Suisses ? Franchement, je n'ai pas les éléments pour l'affirmer. Les Suisses voulaient très probablement trouver une solution. On sait aussi que BlackRock faisait partie des repreneurs potentiels. C'est un scénario qui a été finalement écarté. Ici, aux États-Unis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui sont aux manettes étaient déjà là en 2008. Et à l'époque, l'État avait tardé à agir et ça avait permis à la crise des subprimes de gonfler
et finalement d'avoir un effet de contagion sur l'ensemble de l'économie réelle. C'est le scénario du pire que veulent à tout prix éviter les responsables ici américains, et donc ils voulaient agir vite et de manière déterminée, et ils ont probablement poussé les Suisses, encouragé en tout cas les Suisses à les suivre dans cette voie. On peut peut-être poser la question à l'envers, Gaspard Kuhn. Est-ce que Karine Keller-Souter aurait eu les moyens de tordre le bras d'UBS pour qu'il rachète Crédit Suisse et de Crédit Suisse pour qu'il se laisse racheter sans Janet Yellen au téléphone, la secrétaire américaine du Trésor, qui dit « Moi, c'est cette solution qui me plaît ». Honnêtement, tout ça est aussi une question de négociation. UBS, vous l'avez dit, a fait une très bonne affaire. C'est aussi la perception qu'il y a ici du côté des anglo-saxons. C'est un mariage forcé surtout pour Crédit Suisse. Évidemment, UBS était en situation de force, elle tenait le couteau par le manche et ça lui a permis d'avoir une très bonne affaire. Et finalement, vous avez maintenant ce mastodonte UBS numéro 1 pour la gestion de fortune au niveau mondial. Et honnêtement, pour ce que UBS a payé, c'est plutôt un bon deal pour la première banque suisse. Alors la question qui se pose, merci Gaspard, qui se pose là en filigrane, c'est évidemment celle de la rémunération du risque. Et donc, aurait-on pu faire autrement? Aurait-on pu bricoler une autre solution, peut-être moins bricolée, qui aurait permis éventuellement au peuple suisse, aux contribuables suisses de retirer quelque chose? Alors, il y a le mot qui fait peur, la nationalisation, on pense tout de suite à de vieilles images. Il y a peut-être aussi d'autres solutions. Oswald Grubel, lui-même, ancien patron des deux banques, disait c'est la Banque nationale elle-même qui aurait dû racheter la banque. Comment vous entendez tout ça, Christian Lucher, Charles Viploch? Christian Lucher d'abord. Alors moi, ce que je ne peux pas entendre, c'est qu'à la fin, c'est le contribuable qui trinque. C'est pas vrai. Si on n'avait pas adopté la solution qui a été adoptée, on prenait un risque global pour l'économie qui était absolument gigantesque pour l'économie suisse, pour les emplois. Et je pense qu'il y a eu une évaluation du risque qui a été faite par le Conseil fédéral et par les divers acteurs qui ont participé. Mais on a une société privée. Non, l'évaluation du risque est super importante parce que, pour aller dans le sens de ce que disait M. Kuhn, il est évident qu'il y a eu de la pression sur la Suisse. Et donc, la Suisse a pris une décision qui n'est pas seulement financière, c'est une décision de politique économique extérieure et de politique internationale de la Suisse. C'est évident. Vous étiez plus résistant en défendant le secret bancaire que quand il faut s'aligner sur les décisions de Janet Yellen. Alors, je suis désolé, j'étais déjà sur ce plateau en 2008 pour défendre la solution qui avait été trouvée pour UBS. J'avais en face de moi, non pas Samuel Bendahan, mais Christian Levrat, qui était beaucoup plus agité et qui disait on vient de mettre la Confédération en faillite, les avoirs du peuple, le contribuable va trinquer. Résultat des courses, 6,2 milliards de bénéfices pour la Confédération. 5 milliards dans la vente des actifs toxiques et 1,2 milliard de taux d'intérêt touchés par la Confédération. Donc on a déjà une certaine expérience. Et ce que j'aimerais encore dire juste à ce propos très rapidement, c'est que la banque UBS, qui en 2008 a subi cet électrochoc, est elle revenue à un modèle d'affaires qui est beaucoup plus compatible avec le too big to fail. Et c'est probablement là le problème. Crédit Suisse, parce qu'on parle beaucoup de too big to fail, mais en fait, on ne l'a pas appliqué pour Crédit Suisse. Et c'est là l'évaluation du risque qu'a fait le Conseil fédéral. C'est précisément qu'on s'est dit, ça coûte moins cher, à la fin du compte, de donner des garanties à UBS pour qu'elle rachète cette banque, que de laisser partir la banque en faillite avec des risques macroéconomiques absolument gigantesques pour le contribuable. Je vais vous laisser répondre juste sur le bénéfice ou le pas le bénéfice en 2008 avec l'affaire UBS, mais j'aimerais juste entendre Charles Viploch sur cette question-là. Est-ce que le contribuable, à la fin, est forcément perdant, finalement? C'est la question qui se pose dans le deal qui a été choisi. Qu'est-ce qui se passe si on laisse Crédit Suisse s'effondrer? C'est une catastrophe économique. Donc le contribuable, il est contribuable, mais il est aussi citoyen, il est aussi employé, il vit dans cette société. Tout à fait, mais la question c'est maintenant que la banque est sauvée, est-ce qu'il va forcément payer encore maintenant le contribuable? Sinon, il peut gagner de l'argent, comme nous dit... Non, on ne peut pas le savoir aujourd'hui parce qu'il y a des garanties qui ont été données, il y a des prêts qui vont être consentis, on ne sait pas les détails de comment ça va être fait. Même pas le Donc taux, il peut y avoir un schéma relativement vertueux comme en 2008, il peut y avoir quelque chose qui est moins bien réglé cette fois-ci, mais on ne peut pas le savoir maintenant. Maintenant, ce que je voudrais dire quand même, par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a quand même... C'est pas aussi simple que ce qu'on dit. On aurait dû, ça fait 15 ans qu'on aurait dû savoir. Les crises financières n'ont pas commencé en 2008. Je vous rappelle... 1929. Ça fait encore plus longtemps qu'on aurait dû savoir. Il y avait des crises en 1895 ou 96, il y en a eu d'autres depuis 2001, etc. Donc, ce qui est très important de dire aux gens et que les gens le comprennent, c'est que l'activité financière est par définition risquée.
Il n'y a pas d'affaires financières. Je vais vous laisser répondre. Il n'y a pas d'affaires financières sans risque. La finance, ça consiste à ce qu'on appelle spéculer, mais à prendre des paris sur l'avenir. Ça consiste à absorber le risque qu'il y a dans la vie économique, parce que la vie économique est faite de risques. Et c'est à ça que servent les marchés financiers, dont font partie les banques. Le mythe qu'on peut avoir des systèmes financiers sans risque, c'est un mythe. Certes, ça peut marcher en Union soviétique, mais pas dans un pays développé. Pas avec mon argent. Mais votre argent, il est où? Il est dans la banque, alors, votre on reprend, argent. parce qu'il y a, Où vous là, il y a gardez eu de votre la argent? du lourd, Est-ce que là. vous le gardez sous Il y a eu de l'oreiller? la grosse propagande. Où est votre là. argent, Attention. Mirezaki? Première chose, Où est votre argent? 2008. Vous êtes d'accord qu'on va la laisser répondre? On va la laisser répondre. Je suis désolée, Où est il faut votre tout argent, reprendre. Mirezaki? On reprend à zéro. 2008. Peut-être pas à L'UBS zéro, non. a fait des bénéfices uniquement parce que la Fed a racheté le marché des subprimes et c'est pas du tout censé se répéter. Aucune certitude. Elle a fait bénéfice en 2008, donc là, elle va refaire un bénéfice Mais elle a avec bien fait la- les bénéfices en 2008, on est d'accord. C'est uniquement grâce Ok, à la mais Fed. elle On les ne a peut fait. en tirer Elle les a aucune fait, on est histoire. d'accord. C'est Aujourd'hui, démagogique. ça vous déplaît qu'il y ait C'est les effets parce démagogique. que ça ne va pas dans le sens Non, de vos théories. c'est Mais démagogique, la Christian vérité, c'est que Lecher. ce bénéfice a Deuxième été... chose, affirmation de Charles Viploge, les risques financiers, ça arrive, ça fait partie de la finance. Non, les risques financiers sont couverts par les acteurs de la finance. Les crises précédentes, ce n'était pas de l'argent public qui était sollicité dans des montants aussi énormes. En 2008, on a vu un record de sauvetage. Aux États-Unis, l'argent public a financé des méga-fusions. Attention, il y a eu des millions de gens Avant dans la 2008, rue. vous dites. 40 000. En C'est 2008, c'est 2008, le c'était début le du financement grand par l'argent début public. des financements par l'argent public. Ça a été écrit dans le FT. Et aujourd'hui, vous dites zéro perte pour est-ce le que je peux juste contribuable. répondre? Non, j'ai pas fini. Zéro perte pour le Vous répondrez. contribuable. Et on doit leur répondre. Ils font semblant de ne pas comprendre Non, 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 mais que 30 000 personnes, potentiellement sur Bloomberg, ils ont chiffré à 30 000 les pertes d'emploi. Peut-être qu'il y en aura 18 000. Mais l'affaire, là, qui est la fusion qui vient de se passer, il y aura de la casse sociale. Et c'est nous bien qui allons le payer. évidemment. Ils font semblant de ne pas Mais comprendre. non. Et ils utilisent l'argument du chantage. Donc, quand on n'est pas d'accord avec Mirezaki, on fait semblant de pas comprendre. D'accord, On aurait pas pu faire autrement, mais avec En quoi leurs êtes-vous en arguments désaccord, ridicules, alors on Je devrait veux sauver juste des banques chaque année, en Compris, fait. dans quoi êtes-vous en Chaque année, désaccord? on devrait Répondre à Mirezaki, Charles Viploge. chaque année, qui on se devrait plaint sauver qu'il y a des eu de banques, l'argent puisqu'on ne peut public. pas faire autrement. Elle se plaint qu'il y a eu de l'argent public mis en 2008 et maintenant. Mais il y a une époque où on a fait exactement ce qu'elle suggère, c'est 1929. Il y a eu la crise financière et aux États-Unis, le gouvernement américain et la Banque centrale ont dit c'est pas notre affaire. Résultat, il y a eu 5 ans d'une récession, enfin pas d'une récession, de ce qu'on appelle une dépression qui est partie des répartie États-Unis, sur tout le monde. laissez-moi terminer, et qui s'est répandue dans le monde entier. Et quand on est sorti de ça, on s'est dit là on a appris une grosse leçon. Il faut jamais recommencer à faire ce que Madame Il est en train de Zaki propose justifier une aujourd'hui, véritable parce qu'elle prise sait pas très d'otage bien. des contribuables. Laissez-le C'est parler, inadmissible. Mirezaki. On a 2 communistes là, 2 soviétiques qui parlent. Marc Chenet, C'est arbitré. incroyable. Est-ce que... 2 soviétiques. Les communistes, ils ont l'argent, ils ont leur argent Comment à la ils banque. osent tenir On sait ces- toujours pas, Madame c'est Zaki. uniquement en Vous cas n'avez de perte. toujours pas répondu à la question de Communiste en savoir cas de où se perte. trouvait votre argent. Pas chez vous, en Où tout se cas. trouve votre argent? C'est- Mais je c'est suis pas pas OK. une banque. Marc Il est Chenet, conseiller. attendez, s'il vous plaît. Je termine sur la nationalisation ou l'autre solution possible. Est-ce qu'il y aurait eu une manière, on va dire, de mutualiser les profits en même temps que le risque ou pas? Permettez-moi tout d'abord de rebondir à ce qu'a dit M. Viploge. Mais rapidement, Donc, parce que si rapidement, chacun bien rebondit sûr. à l'autre, on n'arrivera jamais à On n'arrivera avancer. jamais, mais ça va être rapide. Les crises, apparemment, on les voit, on a affaire aux crises financières depuis longtemps, mais on dirait que c'est un phénomène naturel. D'ailleurs, elles sont présentées dans le cadre des journaux télévisés juste avant la météo. Non, mais c'est différent tout de même. La crise de 29 est complètement différente. J'étais à Genève dans les années 80. J'ai cru que vous alliez dire 29. Oh là là, vous faites très jeune. N'est-ce pas? Et Credit Suisse donc a racheté First Boston. Je me souviens, j'étais sur place, ils rentraient dans la cour des grands. Ils allaient jouer au poker sur la table de la finance casino. Et bien sûr, les risques étaient pris par le contribuable. Ça a fonctionné jusqu'en 2008. Et là, le système a explosé. Et les politiques n'ont pas tiré les leçons de tout cela. Donc, au-delà de la faillite de Credit Suisse, c'est la faillite de certaines élites dans ce pays, qui ont attendu 15 ans avant de faire quelque chose. Voilà, donc maintenant, effectivement, c'est le contribuable Alors ça qui nous assure amène les risques. aux responsabilités. Qui est responsable de la situation dans laquelle nous trouvons? Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il fallait faire quelque chose, peut-être pas un. Tout le monde est d'accord sur peut-être fallait-il le faire plus tôt. Qui est responsable? Est-ce que c'est le management de la banque qui a, en gros, tout le monde s'accorde sur une mauvaise gestion depuis un certain nombre d'années? Est-ce que c'est vous, les politiques, Samuel Bendaon, qui n'avez pas mis en place les bonnes règles, Christian Lecher non plus? Est-ce que c'est la FINMA qui surveille pas? Est-ce que c'est qui? C'est qui? Bon, alors sur la question des politiques, je pense que ça dépend un peu desquelles. Enfin, je vous invite à aller voir sur le Parlement le nombre d'interpellations, de motions, de propositions qu'on a faites pour justement éviter ça.
littéralement il y a 2 ans, j'ai une interpellation qui demande exactement cette question du risque pour la population de ces grandes institutions et dans lequel je mentionne d'ailleurs le shadow banking. D'autres ont proposé que la FINMA soit plus forte pour pouvoir mettre des amendes. Le résultat aujourd'hui, c'est quoi? C'est un petit peu, imaginez, vous faites une soirée arrosée, vous buvez beaucoup d'alcool, vous êtes complètement bourré et vous vous dites, qu'est-ce que je fais pour rentrer? Et je veux dire, je vais prendre ma voiture. Si vous faites ça, qu'est-ce que vous prenez comme décision? À certains. Si vous prenez cette décision, vous vous dites pas j'ai envie de tuer quelqu'un. Donc les managers de Crédit Suisse qui ont amené cette banque dans le mur, ils ne se sont pas dit j'ai envie d'amener cette banque dans le mur. Mais ils se sont dit je prends ce risque parce que le système politique dans lequel on vit me permet de prendre ce risque. Et après, il y a la Confédération qui vient, puis les citoyens qui viennent encore sauver le truc. Puis ça, c'est inacceptable. Alors nous, ce qui nous embête un petit peu, c'est de dire la personne qui prend ce risque, si on revient à la personne qui conduit bourré, nous, on a des pénalités pour ça. Et ceci doit faire quand même peur, surtout si c'est des organisations et des entreprises. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que malgré ce qui s'est passé en 2008, on a hyper mal appris au fait que ces actes doivent avoir des conséquences. Jusqu'à aujourd'hui, les 10 dernières années, Crédit Suisse qui a été empêtré, scandale après scandale, les gars, ils ont touché des monstres bonus, ils s'en sont sortis, ils sont peut-être partis, mais ils ont gardé leurs millions, et franchement, leur vie n'est pas en danger. Les employés de Crédit Suisse, que j'aimerais dire un truc dessus, eux, ils ne savent pas de quoi leur vie... Moi, j'ai lu un article comme quoi ils étaient en larmes pour accueillir les clients qui venaient retirer. Mais moi, je trouve ça hallucinant. Donc, ce monde est à l'envers. Et c'est pour ça que, pour répondre à la première question que vous avez posée, parce que personne n'y a donné de réponse, personne ne débat de s'il fallait faire quelque chose. Ce qui nous embête, c'est qu'on était dans une prise d'otage, on a été un peu forcé de faire quelque chose, sinon vous avez raison, ça aurait été le cataclysme. Mais ce qui a été fait, c'est de dire, vous prenez les risques et UBS prend les bénéfices. Bien sûr. Et ça n'a même pas été fait en 2009. Qui prend les 5 premiers milliards Ça n'a de même pertes pas été... Non, monsieur Bendaron, les 5 premiers milliards. Ayez l'honnêteté intellectuelle de dire, je le dis. sur ce plateau, qui assume les 5 premiers milliards de pertes? UBS. Je vous réponds à votre question. C'est UBS. Alors, est-ce que UBS... Alors, on y va jusqu'au bout. Est-ce que UBS a intérêt à prendre ces 5 milliards de pertes? Je vous en prie. Parce que c'est génial, quand on passe au 6e, ouais, c'est la Confédération Super. qui paye. Forcément que l'UBS, qui est une banque bien gérée, elle l'a montré ces 15 dernières années, va tout faire pour éviter des pertes, puisque c'est elle qui doit prendre ces 5 Mais juste, milliards. pardon, excusez-moi, pour revenir sur les deux choses, sur les responsabilités, pardon, il y a deux volets, les responsabilités de la banque et du monde politique. Une chose est sûre, alors, laissez-moi finir ce que vous avez commencé. pensais que Après, vous aviez fini. Non, parce que vous m'avez posé une question et vous avez commencé avec 5 milliards de pertes. Donc je trouve qu'il faut aller au bout de l'explication. 5 milliards de pertes pour UBS, 9 milliards pour la Confédération ensuite, et la suite, c'est un peu moite-moite. Okay. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas encore à quoi on s'expose. Ça, c'est ce qui est écrit dans l'accord. Maintenant, la suite, vous avez raison, il y a un risque, mais il faut bien savoir, ce risque-là, il est très fortement porté par la Confédération, mais si, comme on espère, parce que le but, c'est pas qu'il y ait des pertes, le but, c'est qu'en réalité, on fasse des bénéfices, que ça aille mieux, et s'il y a des bénéfices, et si l'action reprend de la valeur, qui c'est qui gagne? C'est UBS qui aura fait la méga affaire du siècle. Bon, à la fin du compte, qui va gagner? C'est la Confédération qui recevra des impôts de ses bénéfices. On verra. Et aussi, on peut revenir, s'il vous plaît, et aussi, juste des emplois qui sont maintenus sur lesquels sont prélevés des deniers. Chers amis, on est maintenant sur les responsabilités. Crédit d'impôt. Les responsabilités. Responsabilité, Christian Lucher, de la banque. Vous opinez, vous avez l'air de trouver ça un peu populiste quand il nous dit les banquiers se sont gonfrés de bonus. C'est vrai qu'ils se sont gonfrés de bonus en faisant du très mauvais management. C'est pas très libéral, ça, non? C'est absolument certain. Mais si on prend les responsabilités primaires, d'abord, il y a l'Assemblée générale qui, année après année, alors qu'elle avait connaissance de cette situation, a tout de même validé l'attitude et le comportement de certains. Les actionnaires font et pas leur donc, boulot. à partir de là, les actionnaires ne peuvent pas forcément se plaindre de la situation actuelle. Là, on est d'accord. Deuxième responsabilité, le conseil d'administration. Parce qu'il y a eu des propositions, sous l'ère de M. Tidjane, que je vois ici d'ailleurs. Il y a eu vous l'appelez par votre prénom, mais il s'appelait Thiam. Thiam, pardon, de Tidjane Thiam. Il y a eu des propositions qui ont été faites de sortir la Banque suisse et de séparer les activités. Il se trouve que ça n'a pas été voulu par un conseil d'administration qui peut-être avait plus les yeux rivés sur l'étranger ou de l'étranger au sein du conseil d'administration. Et donc, les deux responsabilités primaires, c'est de toute évidence l'Assemblée générale et le conseil d'administration. Et j'ai la même sympathie, et je tiens à le dire aussi ce soir, j'ai la même sympathie pour les employés de Crédit Suisse Crédit Suisse qui avait en fait la pépite, la vache à lait du Crédit Suisse et qui aujourd'hui sont ceux, et vous avez raison, Monsieur Bendaron, qui doivent en réalité payer les pots cassés, qui effectivement sont
effondrés, qui ont été traînés dans la boue. On dira, ce Crédit Suisse, 1867, Non, je peux etc. démontrer On les a traînés dans la boue et maintenant, on vient Non. dire, ah, mais quel malheur pour eux, etc. Stop. Donc, il y a aussi une légère responsabilité, probablement une responsabilité des politiques sur laquelle je suis prêt, effectivement, à exprimer. Mais j'aimerais qu'on la creuse un peu parce qu'elle est aussi- importante. Peut-être aussi une Responsabilité. responsabilité des médias. Je vais vous donner un seul exemple. On a Ça va interrogé. être ma faute, cette affaire. On a interrogé. Non, pas du tout. On a interrogé l'actionnaire minoritaire saoudien la semaine dernière pour savoir quelle était sa position. Il a lui poser la question. Il a dit deux choses. Oui, parce qu'il a dit deux choses. Il a dit. J'ai confiance dans cette banque, qui a des ratios de fonds propres tout à fait satisfaisants, un capital satisfaisant. Et puis, deuxième question qu'on lui pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre plus d'argent? Il dit, ah ben non. Ah ben, et pourquoi il dit non? Parce que comme il a juste 9%, s'il passe à 10%, il faut... Parce qu'il n'a pas vraiment Non, confiance en non, lui, non, quoi. Ouais, alors, S'il moi, je peux passait démontrer à que c'est 10%, faux. ça changeait complètement la situation. Or, on a, dans les médias, uniquement reporté la deuxième partie de sa réponse, qui a encore plus affolé les marchés. C'était mercredi dernier, Alors, le c'est matin. très long tout ça. Je peux répondre? Rapidement, et puis je passe la parole à Charles Viploche. Absolument. Non, l'Assemblée générale des actionnaires n'est pas responsable autant que les managers, parce que le rapport annuel de Crédit Suisse n'a jamais mentionné ni Archegos ni Greensill. Allez regarder les rapports annuels avant d'en parler. Il n'y a pas un mot là-dessus. C'était exactement comme dans l'affaire des subprimes de Mais je suis BS. d'accord que c'est une fraude Donc gravissime. les actionnaires n'étaient pas correctement informés. Sur le board, vous êtes d'accord quand même, là, sur la Bien sûr, responsabilité du le board. conseil d'administration Sur a les politiques, poussé tiens, on va les poser la CEO. question à un non-politique, à Il les a deux poussés. non-politiques. Sur 2008, ce produit, too big to fail, comme ça, nous explose au visage, on met des règles en place, qu'on renforce, on augmente les exigences de fonds propres, on est censé augmenter la surveillance. Est-ce qu'on a fait, là, pour le coup, le job, ou est-ce que là, il y a eu une grosse défaillance du monde politique? Vous êtes toujours d'accord avec Alors, c'est très important ce que vous dites, parce qu'on a tiré les leçons de 1929. Il faut que les autorités prennent les affaires en main. Ensuite, la crise de 2008, on a tiré les leçons, on l'a dit, et on a énormément resserré la réglementation bancaire. On a obligé les banques à faire tout un tas de choses, mettre de l'argent de côté. Elles ont hurlé de douleur parce que les milliards qu'ils gagnent prenaient une petite bonne au passage. Mais on a mis en place une réglementation plus stricte. On a aussi essayé n'a pas de renforcer... fonctionné. Pardon, attendez. On a essayé de renforcer la supervision et en Suisse, la FINMA a été renforcée. Donc, on a tiré les leçons. Est-ce qu'on a mis le bon dosage de réglementation? Est-ce qu'on a suffisamment renforcé la supervision? À l'évidence, non. Aux États-Unis, il y a eu un problème de supervision. En Suisse, il y a sûrement eu un problème de supervision. Et de toute façon, les mesures qui ont été prises n'ont pas été suffisantes pour empêcher la crise. Mais il faut faire très attention. Il n'y a pas de mesure qu'on puisse prendre qui, 100% du temps, empêchera la crise. C'est-à-dire, vous pouvez prendre sauf à avoir ce que je propose, moi, des banques étroites qui ne feront pas de la banque, mais qui permet de gérer les fonds de Mme Zaki. Gigantesque. On en parle beaucoup des fonds. Moi, j'ai une idée là-dessus. On peut faire ça, mais à ce moment-là, on n'est plus dans la banque, on n'est plus Non, dans la ça, c'est finance, pas vrai. on est dans ce que j'appelle Pas un vrai. service public pour que les citoyens puissent faire leurs transactions. Non. Mais pour les institutions qui font de la finance, qui font de la prise de risque, vous n'aurez faux. jamais 100% de garantie. Je peux Et vous si dire- vous n'avez pas 100% de garantie, vous aurez périodiquement des crises. Et à ce moment-là, essayez de dire c'est la faute des uns ou des autres. Non. Marc Chenet, on se leurre, comme je donne la parole à Marc Chenet, on se leurre en pensant que renforcer la FINMA ou renforcer Non, finalement... c'est bien, mais c'est pas, C'est ça bien, n'est pas mais une pas garantie à suffisant. 100%. Est-ce que c'est ce côté-là qu'on a pêché ou finalement c'est Ça un n'a pas détail? fonctionné. Monsieur Viplouz nous a indiqué que la réglementation avait été resserrée depuis 2008. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Elle n'a absolument pas été resserrée. Sinon, on n'aurait pas eu la faillite de Crédit Suisse. On a augmenté les exigences de fonds propres, par Bon, exemple. non, mais c'est une plaisanterie. Non, mais autant le dire clairement, on va tout mettre sur la table. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait être à 20 ou 25%. D'accord, mais on l'a fait, mais pas assez. Non, mais Et je quand on m'explique. sera à Vous permettez, 25%, il y aura une vous crise. permettez, On va laisser parler quand même, il parle jamais. vous permettez. Merci. Non, mais on dialogue. Non, mais on dialogue, mais je termine ma phrase. Je termine ma phrase, c'est la des choses. Sinon, on monopolise la parole. tranquillement votre phrase, Marc rapidement. Chenet. Lorsqu'on cherche à obtenir un crédit dans une banque aujourd'hui en Suisse, à juste titre, pour acheter un appartement par exemple, il faut mettre 20% ou 25% de la somme sur la table. Et c'est bien, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Ce sont nos capitaux propres. Pourquoi les grandes banques n'ont pas fonctionné de cette manière entre elles? Il fallait mettre 20 à 25% de capitaux propres. Il ne faut pas être à 5 ou 6% et dire, voilà, si on introduit des pondérations, tout ça devient très compliqué, tout le monde est perdu et puis on regarde le football. Non, il faut On être... n'a pas progressé, on a diminué les On n'a leviers, pas progressé, beaucoup on de a choses. fait semblant. On a fait semblant entre 2008 et 2023. On a perdu 15 ans et encore une fois, on a bricolé une solution en 2 jours. Donc, encore une fois,
au-delà de la faillite de Crédit Suisse, c'est la faillite d'un système de finance casino, de certaines élites politiques dans ce pays, et je termine, je conclus, et aussi du monde académique dans ce domaine qui a majoritairement, pas complètement, mais a été très complaisant avec tout cela. Alors, vous savez quoi, ne concluez pas. Pardon, je vous laisse la parole parce que c'est hyper important ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire qu'il y a une sorte de complicité du monde académique par inertie, comme ça. Il y a une complaisance. Hein. On va aller droit au but. Si quelqu'un reçoit des compléments de salaire de Crédit Suisse, vous pensez que cette personne va être enclin à critiquer? Donc là, vous visez quoi, des détenteurs de chaires d'université qui sont financés Il suffit de se renseigner en Suisse. Bon, il y a des chaires qui sont rémunérées, effectivement. Donc, quelles sont les conséquences de tout cela? On connaît en économie ce qui s'appelle le conflit d'intérêts. On connaît, mais il faut se l'appliquer à soi-même dans le monde académique. Et là, on a un problème, vous dites? Bon, bien sûr qu'on a un problème. Gaspard Kuhn, je repasse par Washington sur cette question de la surveillance. C'est pas une petite question, la surveillance aux États-Unis, notamment depuis le 10 mars et la faillite de la Silicon Valley Bank. Oui, effectivement. Alors, le grand problème ici aux États-Unis, c'est la question des petites et des moyennes banques. La Silicon Valley Bank, c'est évidemment un exemple paradigmatique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, en 2010, après la crise des subprimes de 2008, avait été adoptée la loi Dodd-Frank qui régulait de façon beaucoup plus sévère le secteur bancaire. Eh bien, cette loi, elle a été modifiée, elle a été assouplie en 2018, 10 ans après la crise financière, sous l'impulsion de Donald Trump, mais avec des votes démocrates et républicains. Il y a eu un très fort lobby bancaire pour assouplir les règles pour toutes les banques de moins de 250 milliards d'actifs. Et ce sont précisément ces banques qui sont aujourd'hui en difficulté. Donc il y a eu un problème de régulation. Et puis il y a aussi eu un problème de supervision. Il faut savoir que la Silicon Valley Bank, elle était surveillée par la Réserve fédérale. Et déjà en 2019, donc il y a 4 ans, la Réserve fédérale avait identifié les faiblesses de la Silicon Valley Bank. Il a suffi que les taux d'intérêt directeurs soient relevés par la Réserve fédérale pour que ces banques se retrouvent en difficulté. C'est quand même assez fou. C'était déjà ce qui s'était produit en 2008. Donc on voit que les scénarios se répètent. Et d'ailleurs, ici, ça ne va probablement pas s'arrêter là, puisque un certain nombre de politiciens, notamment la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, demandent des comptes et appellent même à la démission de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui a non seulement failli dans la gestion de l'inflation ces dernières années, mais a à nouveau failli dans la question de la supervision des banques. Merci Gaspard. Mireille Zaki, je vous laisse rajouter. Ce que dit Gaspard, le problème va en fait beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste sous Trump que le problème a commencé avec la supervision, c'est en 2008 même. Quand la loi Dodd-Frank de 2000 pages a été édictée, le lobbying bancaire a atteint des niveaux qui ont dépassé le lobby de la défense. Je l'ai écrit à l'époque, c'était hallucinant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corseté les banques, effectivement, avec des ratios de capital très élevés, même en réalité hyper pondérés, mais voilà, qui avaient les apparences de quelque chose de solide. Et dans le même temps, ils ont totalement dérégulé la finance non bancaire, ce qu'on appelle le shadow banking. C'est les hedge funds, les véhicules spéciaux, le hors-bilan, les négociants, les brokers, en général hors bilan, ouais. Les fonds d'investissement, tout ça est hors bilan. Surtout, c'est des acteurs non bancaires qui se prêtent entre eux à des taux d'intérêt extrêmement bas que la Banque centrale a alimenté. La BCE et la Fed sont extrêmement responsables d'avoir nourri la bête, le monstre, là, dont je vous parle, qui fait 150 000 milliards aujourd'hui, qui s'appelle le shadow banking. Et donc, la Silicon Valley Bank était exposée à ça à travers les taux d'intérêt. La courroie de transmission, c'est les taux d'intérêt. Quand ils montent, le shadow banking se crache et il faut des millions, comme des centaines de milliards, comme ce que nos banques centrales font maintenant, parce que ce n'est pas le risque UBS Crédit Suisse, ce n'est pas le risque Silicon Valley Bank, c'est le risque de tout le système qui est organiquement relié à travers la hausse des taux d'intérêt par tout ce crédit hyper spéculatif et très très fragile qui est gigantesque, j'insiste. Le grand public ne connaît pas ce problème. Personne ne sait que les banques ont été régulées, mais c'est une piscine, si vous voulez, à 3 murs. On a laissé tout le risque sorti. Ça a été identifié par des responsables. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus. Il n'y a pas que Mireille Zaki qui en parle, je veux dire. Mais non. Les gouverneurs de banque centrale en parlent. Le problème, c'est que personne ne s'y est intéressé pendant les 10 années d'argent facile. Je repasse juste à Washington, je vois Gaspard s'agiter. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que disait Mireille, parce que c'est vraiment la question de fond et on n'a pas encore trouvé la solution. Aujourd'hui, il y avait la réunion de la Réserve fédérale qui a augmenté les taux d'intérêt directeurs de 25 points de base. Donc on est encore en train d'essayer un peu de lutter contre l'inflation, mais il y a une tension en fait qui est vraiment au cœur du secteur, du système financier et économique aujourd'hui, entre l'économie réelle, avec les consommateurs américains qui ont souffert très fortement de l'inflation depuis 1 an et demi, et la Réserve fédérale qui essaie d'augmenter les taux pour lutter contre l'inflation, et puis la finance, le secteur bancaire qui s'est habitué à la planche à billets, à l'argent facile. Et dès qu'on augmente les taux, on voit que des petites et des moyennes banques sont mal gérées. Elles ne sont pas capables de gérer un simple portefeuille de bons du Trésor. C'est quand même assez fou. Et
n'imaginez pas que cette crise est totalement terminée. Rien qu'aujourd'hui, on apprend que la banque Pacific West a eu des retraits de 20% des dépôts, et donc on a encore un risque de contagion, et on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une crise financière qui se développe à basse intensité. Souvenez-vous, en 2008, en septembre, il y a la faillite de Lehman Brothers, mais en fait, la crise des subprimes, elle avait commencé au printemps 2007. Donc méfions-nous du développement de ces petites faillites bancaires qui au début ne font pas peur, mais qui peuvent prendre de l'ampleur. Merci Gaspard. On a pris énormément de retard. Évidemment, il y a 4 émissions en une ce soir. J'aimerais qu'on tourne un tout petit peu la page Crédit Suisse pour se pencher sur l'avenir et ce nouveau mammouth UBS, plus leader que jamais de la gestion de fortune mondiale, grosse banque mondiale tout court. À quoi est-ce qu'il ressemble ce géant? En quelques chiffres, focus de Christophe Sion. Cette poignée de main entre Axel Lehmann à gauche et Colm Kelleher, les présidents de Crédit Suisse et d'UBS, acte la naissance d'un super géant. Une super banque, 5 000 milliards de dollars d'actifs. UBS avec ça va conforter sa place de numéro 1 de la gestion de fortune. Et la nouvelle entité bancaire qui intègre Crédit Suisse devrait pouvoir afficher un bilan de 1 600 milliards de francs, près de 2 fois le PIB suisse. De quoi grimper au classement des banques internationales les plus puissantes, où UBS occupe déjà le 32e rang. Un géant, encore plus géant au cœur de Zurich et encore un peu plus too big to fail. Avec ce rachat, les prêts aux entreprises vont doubler à plus de 300 milliards de francs selon les premières projections d'UBS. Et les effets de synergie permettent une économie de 8 milliards de francs d'ici 2027. Forcément, on s'attend à des licenciements massifs parmi les 37 000 employés que les deux enseignes cumulent aujourd'hui en Suisse, particulièrement dans l'unité de banque d'investissement de feu Crédit Suisse, celle qui a miné sa crédibilité. C'est à ce prix que va émerger cette nouvelle banque. A priori, juste avant la fin de l'année, il n'en restera un seul super géant qui a fini par engloutir tous les autres grands. Marc Chenet, est-ce que ce nouveau géant, résolument too big to fail et too big tout court pour la Suisse? Eh bien, c'est un monstre, c'est un mastodonte qui va contrôler le pays. Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Parce que 2 fois à peu près, ça va être 2 fois le PIB de la Suisse. Mais là, je parle du bilan. 2 fois le PIB de la Suisse. Maintenant, interrogeons-nous un instant, hors bilan, tous ces produits complexes, ça va être à peu près 40 fois. Si j'additionne actuellement les deux hors bilan des deux banques, je suis à 40-45 fois. Alors, supposons que ça soit réduit, que ça soit 40, 35, 30, peu importe. C'est un mastodonte. Donc, les contribuables vont être pris en otage par un mastodonte en Suisse. C'est dangereux pour la démocratie. Est-ce que ça va rester un mastodonte? Vous partez de l'idée que c'est un mastodonte? Ah bien, si UBS tombe en faillite, effectivement, et rien n'est moins sûr, puisque je rappelle qu'en 2008, UBS avait des problèmes. Alors, qu'est-ce qui nous assure maintenant que UBS ne va pas tomber en faillite? Et qui va racheter UBS? La banque régionale de Thurgovie, la banque cantonale de Thurgovie? Les coûts seraient énormes pour nous. Et comme rien n'a changé sur le fond, rien n'est exclu. C'est totalement faux. Bon, moi, je ne veux pas faire de la publicité pro domo pour UBS, mais UBS a fondamentalement changé depuis 2008. Merci pour l'information. Mais cette déclaration, elle repose sur quoi? Vous n'êtes pas le porte-parole d'UBS, Christian Lucher? Mais du tout, au contraire, je fais des constats. Parce que vous le répétez depuis... Je fais des constats. Déjà, il y a eu ce fameux électrochoc de 2008 qui a fait que UBS s'est séparé de sa banque d'affaires de manière prépondérante. Donc l'appétit au risque d'UBS a complètement changé. UBS fait de la gestion bancaire relativement classique, elle gère des fonds, elle fait du asset management, elle aide les petites et grandes entreprises, elle fait des crédits hypothécaires, enfin comme toutes les autres banques. Et donc, non mais c'est super important, l'appétit au risque a complètement changé par rapport à ce qui a amené précisément le Crédit Suisse dans la situation dans laquelle elle se trouvait. Et puis, la preuve que c'était une bonne solution, soit dit en passant, c'est que d'une part, les marchés ont très bien réagi, donc ça a calmé absolument tous les marchés, et d'autre part, la fusion avec Crédit, ou l'avalement, si vous voulez, de Crédit Suisse, n'a pas du tout porté préjudice à d'autres banques. Il y a encore d'autres banques dans ce pays qui font des prêts hypothécaires. Il y a Raiffeisen, il y a les banques cantonales. Il y a beaucoup de banques. Et Dieu sait si dans notre canton... Juste le dernier, je finis. Ouais. À Genève, il y a quand même des banques privées qui font des bénéfices colossaux qui, soit dit en passant, servent beaucoup à la collectivité publique. Donc la vraie question,
c'est l'appétit au risque. Et force est de constater qu'UBS a complètement changé sa philosophie depuis 2008. Les trois, Marc Chenet d'abord. Samuel Bendoc n'a pas parlé depuis longtemps. Pourquoi c'est un problème d'avoir une aussi grosse banque? C'est juste un problème de risque systémique ou ça pose d'autres problèmes? Comment l'appétence au risque aurait-elle pu changer dans la mesure où UBS est resté too big to fail et va le devenir encore plus? Alors les choses sont très simples. Prendre des risques, comme vous l'avez dit, c'est facile lorsqu'on ne les assume pas. Donc, ils vont continuer, bien sûr, à prendre des risques. Et le contribuable, pas seulement le contribuable, mais le client... En sachant qu'ils sont, le cas échéant, protégés par un filet... Monsieur libéral, donc le principe de base du libéralisme, c'est que ceux qui prennent des risques les assument. C'est très simple. Et ce n'est pas le cas pour l'UBS et le Crédit Suisse. Vous avez raison, M. Chenet, mais c'est exactement le problème qu'on doit discuter maintenant. Je crois que j'ai bien pu expliquer que j'aurais voulu une autre solution. Ouais. Et j'ai passé à la suite, qui est de dire maintenant qu'on est dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Absolument. Et je pense que c'est vraiment important de mettre les choses là-dessus au clair. D'abord, moi, M. Luchaire, votre plaidoyer pour dire que UBS est parfaite, franchement, il y a 10 ans... parfait, ni il y a vous, ni 10 ans, moi. non mais franchement, il y a 10 ans, je vous aurais cru parce que je suis quelqu'un de naïf. Mais ça fait tellement de temps qu'on nous disait que Crédit Suisse et le système bancaire, tellement de réponses à des postulats socialistes où on demandait mais plus de régulation, plus... Et à chaque fois, on nous disait il n'y a plus de problème, il n'y a plus de risque, Crédit Suisse est parfaite. On nous disait ça, puis après, il y avait un scandale après l'autre que moi, j'arrive plus à vous... Chez Crédit Suisse? J'arrive plus à vous faire confiance. Dans la banque d'affaires de Crédit Suisse? J'arrive plus à faire confiance aux banquiers, aux gros banquiers de banques systémiques qui disent vous inquiétez pas, nous, on a calmé notre appel. Donc, quel problème ça pose? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, d'abord, il faut, honnêtement, je vous le dis, en toute humilité, il faut commencer à comprendre le monstre. Parce que de croire qu'on sait tout, ça, je suis d'accord avec ce que disait M. Luchaire au début, c'est pas vrai. Donc, il faut commencer à faire une analyse, c'est ce qu'on va d'ailleurs demander. Il faut une analyse du risque systématique par domaine d'activité, c'est-à-dire tout ce que fait la banque, qu'est-ce qui est risqué, et surtout qu'est-ce qui est d'intérêt public et qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui est too big to fail, dans le sens, si ça tombe, c'est vraiment horrible, et à quoi on peut assumer la théorie que disait M. Chenet, qui est tout à fait juste, à quoi on peut dire, ma foi, s'il se plante, il se plante. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut faire. Et une fois qu'on sait ça, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un choix. Mais moi, mon choix, il est le suivant, c'est de dire la Suisse doit rester une place forte au niveau bancaire. Et là-dessus, je vous rejoins. Nous sommes d'accord. Il y a plein de banques, en fait, qui sont à taille raisonnable. Est-ce que la force de la Suisse, c'est cette immense banque? Non, 100% de ces immenses banques, elles ont été aidées par l'État maintenant, et puis elles ont eu des problèmes. Donc peut-être qu'il faut accepter de dire qu'on réfléchit à trouver une solution où on sépare ces activités, où on réduit la taille de ces banques d'une façon ou d'une autre. Moi, je suis assez ouvert sur le modèle. Et où on se dit, il y a des choses qui sont d'intérêt public, puis ma foi, peut-être qu'on doit admettre qu'on va les trouver dans ce cas-là, mais dans ce cas, c'est rémunéré, parce que c'est pas gratuit, l'État prend un risque. Et puis il y a des choses, ma foi, vous faites des trucs qui sont pas d'utilité publique. Alors personnellement, mon avis de socialiste, c'est de dire, on a une initiative populaire pour une finance dans l'intérêt public. Moi, j'aimerais bien que le pouvoir de la finance suisse soit mieux orienté dans l'intérêt commun, donc ça c'est mon objectif. Mais si c'est pas l'objectif de tout le monde, à minima, que ce qui se fait, qui n'est pas dans l'intérêt public, qu'on ne doit pas sauver, soit suffisamment bien séparé et sorti de ça pour que s'ils se plantent, les actionnaires qui sont fautifs et les conseils d'administration, eh bien, ils payent. Mais que la sanction soit là et que la FINMA soit aussi, et la force d'agir par rapport à ça. Voilà. Il semblerait y avoir, Mireille Zaki, Charles Viploch, il semblerait y avoir un consensus politique aujourd'hui autour de l'idée qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, que cette banque soit splittée, séparée, coupée en un, en deux, en trois. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire là, on est arrivé vers une solution monopolistique et si on est vraiment libéraux et concurrentiel, il faudrait... Ah bah si. Elle n'est pas monopolistique. C'est Coop et Migros qui fusionnent, il ne faut pas rêver. C'est pas monopolistique. Ah bah si, prenez les prêts hypothécaires. Position dominante. La commission de la concurrence va examiner ce mastodonte et elle va probablement demander d'enlever certaines activités. Et ce qu'on a intérêt, nous, sur la place financière suisse, c'est qu'il y ait plusieurs acteurs. Et c'est faux de dire... Déjà. Non, c'est faux. Le nombre de banques a diminué de quasiment moitié. Charles Viploch, ça va dans votre sens. Mais la part d'UBS n'a pas augmenté, par exemple, dans les prêts hypothécaires. En 2008, c'était 25%. Après l'avalement de Crédit Suisse, c'est toujours 25%. Énorme. Attention. Charles Viploch, ça va dans votre sens, vous qui disiez il ne faut plus des banques too big to fail. Je crois qu'il y a à peu près un accord de tout le monde pour dire que l'UBS est trop grande pour la Suisse. Si c'était une banque américaine, peut-être, mais elle est trop grande. Pour tout un tas de raisons. Mais c'est quoi ces raisons? C'est un tas de raisons. Elle est trop grande à cause du risque systémique, elle est trop grande parce qu'on ne pourrait pas la sauver, pour d'autres raisons. Je pense que toute banque peut faire faillite un jour ou l'autre, et donc c'est un cas de figure qu'il faut imposer. Et le coût d'une banque aussi grande risque d'être très élevée. Elle est trop grande pour les raisons qui ont été dites, parce qu'étant donné qu'elle sait qu'elle est d'importance taux de capital pour le pays, elle a des capacités de chantage, de pousser. Son modèle de business aujourd'hui est peut-être très bien, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas dans quelle dérive on ira. Et ça, il faut le surveiller.
Oui, mais on ne peut pas. La surveillance demande que des gens qui soient libres de surveiller et qui aient les moyens légaux et politiques de surveiller. Et ça, on sait très bien que les banques ont les moyens, quand elles sont grosses, de réduire ça. Donc le rapport de force en Suisse a complètement changé et je pense qu'il faut trouver une solution. Ça peut être une réglementation extrêmement sévère, beaucoup plus sévère. Ça peut être une découpe par type d'activité. Ça peut être une découpe verticale, on prend un morceau, on l'appelle le ABC, l'autre suivant CDE, etc. Il y a tout un tas de solutions. Mais il faudra en choisir une. C'est ce que UBS fait aux États-Unis, soit dit en passant. Hein. Ce sont des franchises. On peut tout à fait combiner ces différentes solutions, mais je crois que dans les mois et les années à venir, il y a un énorme travail à faire de voir comment un petit pays peut vivre avec une banque de cette taille. Je repasse par Washington et je vous donne après le mot de la fin, Marc Chenet, sur ce programme, hein, la to-do list pour sauver notre monde financier. Ouais, Gaspard Kuhn, vous agitez beaucoup et vous avez raison. Oui, non, le regard du côté anglo-saxon, c'était de se dire, mais dans le fond, on est passé du too big to fail au too big to be saved. Trop grande pour être sauvée. Et c'est un peu la crainte aujourd'hui du côté des experts anglo-saxons en voyant la taille de l'économie suisse, la taille de cette nouvelle banque UBS. Est-ce que la Suisse, si dans 15 ans UBS fait à nouveau des bêtises et à nouveau se retrouve dans une situation de faillite potentielle, est-ce que la Suisse cette fois serait capable de sauver cette banque? Et là, franchement, il y a des gros doutes. Et puis, pour abonder dans le sens de Marc Chenet, l'expérience de 2008 a montré qu'on peut tout à fait démanteler des banques en vendant des parts d'activité à d'autres banques qui seront très intéressées de reprendre une partie du portefeuille de Crédit Suisse. Il y a des activités chez Crédit Suisse qui étaient très rentables et des collaborateurs qui savent faire leur travail. Merci Gaspard. Marc Chenet, avant le débrief, en un mot, on a eu un petit inventaire de la to-do list, ce qu'il faut faire. Si vous avez les clés, vous, sans jeu de mots, de l'UBS. J'en ai quelques-unes, peut-être. Réduction de la taille, certainement. Maintenant, en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants, on n'en a pas parlé. Il faudrait fixer un cap. Parce que là, je pense qu'il y a un consensus sur le fait que tout le monde... Je vais faire une proposition. On s'arrête à 1 million. On s'arrête à 1 million parce que des rémunérations grotesques comme celles qu'on a connues, et ça va s'amplifier puisque vu que l'UBS avec le Crédit Suisse va être avoir encore plus employés, vous pouvez imaginer. On cape à 1 million parce que les rémunérations grotesques n'attirent pas les individus les plus responsables. Ça se saurait. Secondo, le contribuable, vous permettez, secondo, le contribuable, dans la mesure où il assume les risques, devrait être représenté au conseil d'administration. Au conseil d'administration directement. Société civile. Pas de raison. Tertio, les capitaux propres, pour conclure, on en a déjà parlé, on ne s'arrête pas à 5 ou 10%. 25. On va à 20, 25%, comme ça a été le cas il y a longtemps pour les banques d'ailleurs, ça existait, 20, 25%. Quitte à tuer un peu l'activité des banques. Quelqu'un disait une banque, ça doit être ennuyeux. Non, mais quitte à réduire l'activité de la finance casino, bien sûr. Absolument. Écoutez, merci Marc Chenet, merci à tous. On n'a pas tout à fait fini, il est l'heure du débrief. On va atterrir un peu tranquillement avec Adriana Stivali. Ah, il n'y a pas de jingle. Ah si, il y a un jingle. Bonsoir Adriana. Bonsoir tout le monde. Vous n'avez pas les mains vides ce soir? Eh non, vous le voyez, vous le fameux bonnet. Vrai. Dont la valeur s'envole depuis quelques jours. Combien au cours? Ça dépend, entre 100 minimum, le prix sur un certain site d'enchères, et puis 200 maximum. Mais ça va monter encore. Ça va monter encore. Ça vaut plus qu'une action. Je suis jaloux. Exactement. Je suis jaloux. Non, mais vous n'avez pas à l'être, Alexis, parce que ce bonnet, moi, je ne vais pas vous en parler. On en a assez parlé. Je vous l'offre. Mais non. C'est un cadeau qui a de la valeur. Pas de je vous le bonnet, prête, mais donc. vous le portez. Hein. Pas de bonnet ce soir. Moi, je vous propose plutôt une plongée dans les négociations du week-end dernier. Vous le savez sans doute, hein, sur ce plateau, la presse britannique et surtout le Financial Times ont sorti un article qui nous dit tout, qui nous révèle tout des négociations. Incroyable. Cet article s'intitule, je traduis, comment la Trinité suisse a forcé UBS à sauver Crédit Suisse. Alors, quand on parle de Trinité suisse, on entend bien sûr le Conseil fédéral avec la ministre des Finances, Karine Keller-Sutter, en tête, et puis la Banque nationale suisse et la FINMA. Mais au-delà de la lecture de cet article, moi je trouve qu'il s'en dégage surtout une chose, c'est l'odeur de bière irlandaise. Mais oui, vous savez. Littéralement, hein. Mais oui, parce que samedi, c'était la Saint-Patrick. Et Colm Keller, patron d'UBS, il prévoyait de la fêter tout tranquillement, mais il n'a pas pu et il l'a compris jeudi quand il a reçu un appel qui a changé le destin des banques suisses et sans doute celui du monde. Il a aussi compris qu'il ne pourrait pas voir l'Irlande battre l'Angleterre. Malheureusement pour lui.
Parce que vous voyez, c'est ça, la force de cet article, c'est qu'il décrit autant les détails les plus subtils que les décisions qui ont tout changé. Par exemple, la Trinité leur a ainsi annoncé mercredi déjà à Crédit Suisse, et je cite le Financial Times, « Vous fusionnerez avec UBS et vous l'annoncerez le dimanche soir avant l'ouverture des marchés asiatiques. Ce n'est pas facultatif. » It's not an option. Ça, c'est... Exactement. Mireille Zaki, avec cet article et une série d'autres de la presse étrangère, surtout la presse britannique et américaine, on a l'impression que les journalistes, ils avaient des yeux et des oreilles au cœur des négociations à Berne. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est extraordinaire ce constat qu'ils étaient comme s'ils étaient dans la salle et tout sortait uniquement sur Bloomberg et Financial Times. Mais pourquoi ? Et la presse alémanique n'avait rien. Alors pourquoi ? Il y a une raison évidente. Tout ce qui se passe, l'internationalisation de Crédit Suisse, sa pénétration dans le marché américain, à Londres, la proximité de ses cadres avec le monde international, ses managers internationaux, c'était comme en 2008 avec UBS. L'enquête que j'ai faite, moi, pour mon livre, c'était auprès de UBS Americas. C'est les gérants de hedge fund qui avaient quitté UBS qui m'ont parlé. À Zurich, je n'ai rien appris, je n'ai rien su. Personne ne savait rien. C'est là que ça se passe. C'est toutes ces activités qui étaient problématiques qui ont mené à ces décisions. D'accord, c'est là que ça se passe. Et une autre question sur cette thématique un peu de l'international. Dimanche, et cette fois c'était à Berne, en pleine conférence de presse, Alain Berset, il n'a pas parlé, enfin oui, il a parlé allemand, français, mais il a surtout parlé anglais. Et ça, on n'a pas trop l'habitude. À Berne, Charles Ploche, cet anglais en conférence de presse, c'est tout sauf anodin. Il fallait rassurer le monde à ce moment-là. Oui, parce que si Crédit Suisse est tombé la semaine dernière, c'est pas pour des raisons helvétiques, c'est pas parce qu'il perdait de l'argent, c'est parce qu'il y a une crise bancaire qui a démarré aux États-Unis et que, pour des raisons qu'on comprendra mieux un jour, Crédit Suisse s'est retrouvé d'un seul coup dans la ligne de mire. Ça aurait pu être n'importe où, ailleurs dans le monde. C'est tombé comme ça, les crises. C'est assez fou pour nous, les Suisses, de regarder le président dans cette salle de presse qui nous parle en anglais, qui ne nous parle pas à nous, en fait. Ce qu'elle dit et qui est absolument exact, c'est que le sauvetage, enfin pas le sauvetage, mais la résolution de Crédit Suisse était important pour le monde entier. Parce que c'est pas terminé, il y aura d'autres secousses et tout le monde tous les responsables financiers dans le monde entier essayent d'éviter qu'il y en ait beaucoup d'autres et que ce soit... C'est donc pas Bercer que la Suisse qui est s'adressait concernée, effectivement au monde entier. Ça va plus loin. Et on parle d'une décision, le rachat de Crédit Suisse, qui est arrivé très, très vite, en quelques jours, et qui a été prise en huis clos, ou presque, justement, parce qu'à Zurich, il y avait, c'est le Financial Times qui nous l'explique également, il y avait les équipes de JP Morgan et Morgan Stanley, les banques américaines, qui ont conseillé UBS comme ça au long du processus. Et on apprend aussi que BlackRock, la société américaine, elle était dans la danse pour éventuellement racheter Crédit Suisse. Samuel Bendao, une question pour vous cette fois. C'est la dernière, et la réponse sera rapide. Et la réponse rapide. On n'est pas face à une sorte de club, un boys club comme ça, qui prend les décisions ensemble, loin de ce que veut et de ce que pense la population, surtout la population suisse. En fait, vous avez répondu à la question en la posant. En la posant. La démocratie, mais votre avis? Non, mais tout à fait, mais vous l'avez bien dit. Au fait, ce qui décide finalement de ce genre de choses-là, ce qui explique que c'est pas un bon deal finalement, et que ça aurait dû se passer autrement depuis longtemps, c'est qu'au lieu que ce soit vraiment démocratique, ça se fait dans le monde de la finance. Et j'espère qu'avec ce qui s'est passé, on aura appris et que demain, la démocratie reprendra la main sur une finance qui soit au service de la population, plutôt que la population au service de la finance. Le mot de la fin. Mot de la fin. Christian Lucien, vous n'avez pas eu de question, je suis désolé. Vous en aurez une la prochaine fois. Il n'y a aucun souci. La seule chose que je voulais peut-être ajouter, et je pense que Samuel Bendao sera d'accord avec moi, c'est la façon avec laquelle le Conseil fédéral, lui, a gardé le secret le plus total sur les négociations. Je crois pouvoir dire que nous sommes les deux proches de nos conseils fédéraux, qui n'ont pipé mot sur cette affaire. Les enjeux étaient importants. Oui, bien sûr, mais pour cela, je dois féliciter nos autorités, et particulièrement Mme Keller-Souter, qui est allée très, très, très vite et qui a fait la meilleure des négociations possibles. Je suis sûr que vous irez très bien. Monsieur Charles Viploche qui essaie de le voler. Allez-y, je suis sûr que ça va très bien. Merci à tous. Ah oui, Charles Viploche, il vous va, mais comme un gant. Voilà. Merci Adriana, merci à tous, merci à vous chez vous. Enfin, c'est fini, vous l'avez compris, on se retrouve la semaine prochaine, on verra bien de quoi nous parlerons. On sera à l'horaire habituel. Et tout de suite quoi ? Tout de suite, Doc à la une avec un autre naufrage, je ne sais pas, mais d'une mauvaise stratégie, celle de Boeing. On enchaîne les mauvaises stratégies. Donc excellente soirée sur la RTS ou ailleurs. Bye bye.